matin de la culture du maïs. On va affronter ce sujet un peu sous l'angle culture agronomie plutôt, avec l'objectif de fournir à chacun des éléments pour vous permettre, excusez-moi, de attribuer à cette culture la juste place dans votre système, qu'il soit un système en voie de réflexion, si vous êtes éleveur conventionnel en train de réfléchir à une éventuelle conversion, ou alors des éleveurs qui sont déjà en agriculture biologique. Cette présentation va se structurer en 3 parties. Il y aura une première partie pendant laquelle on va balayer un peu toutes les caractéristiques de cette culture qui font qu'elle est intéressante ou alors contraignante en agriculture biologique. En deuxième lieu, on se concentrera plus, on prendra du temps pour regarder quelle est la place que cette culture peut avoir dans le solement et dans la rotation biologique. Et dans la dernière partie, on sera plutôt à balayer point par point les éléments clés de l'itinéraire technique de la culture. Bien, avant de commencer avec la première partie, Benoît, est-ce que tu as des résultats pour le sondage? Évidemment, il y a le résultat. Alors, le résultat de sondage, 67% je ne sais pas, 33% c'est une opportunité, 0% c'est un contresens. Ah bah, on démarre bien, donc très bien. J'ai l'impression que ce sondage te convient, Madalena. Ça me plaît beaucoup déjà. J'espère de convaincre un peu les gens qui sont entre les deux. Très bien. Ça, pas trop. Alors, on va commencer en regardant quelles sont les caractéristiques agronomiques de la culture qui la rendent intéressante en agriculture biologique. On va commencer par la première, l'efficacité et la productivité. C'est une plante C4. Cela signifie qu'en plein été, elle est capable de produire beaucoup plus de biomasse que n'importe quelle autre culture au même moment. Donc, c'est une caractéristique qui est bien connue et qui est aussi intéressante en bio qu'en conventionnel. Cette caractéristique-là, c'est vraiment la raison pour laquelle il faut faire du maïs. Il faudrait faire du maïs en agriculture biologique. C'est parce que c'est une culture qui permet d'optimiser la gestion de l'azote en agriculture biologique dans une rotation biologique. Disons que le gaspillage d'azote en bio, c'est un péché capital puisque c'est un des facteurs limitants importants en production biologique. Et donc, le rôle clé du maïs dans une rotation, il est important parce que, essentiellement pour 2 raisons. La première raison, c'est que les besoins du maïs sont parfaitement calés sur la mise à disposition de l'azote par minéralisation à partir de la matière organique. Ça, c'est le premier point. Les besoins et les mises à disposition sont parfaitement en phase. Et la deuxième raison, c'est qu'avant un maïs, il y a toujours soit une interculture, soit une prairie. Et donc, cela limite fortement les problèmes de lessivage d'azote pendant l'hiver. Le troisième point qui est important et qui fait qu'il faudrait faire du maïs dans une rotation en agriculture biologique, c'est que c'est une culture binée. Et donc, ça facilite beaucoup la gestion des adventices et aussi des vivaces. On va parler plus dans le détail de ce point quand on va voir l'itinéraire technique point pour point pour la culture. Quatrième point important, un seul chantier de récolte, on récolte autant de biomasse, voire plus que ce qu'on peut récolter avec 3-4 chantiers de récolte sur une prairie. C'est quand même pas mal. Voilà maintenant les éléments plus liés aux caractéristiques zootechniques de la culture en tant qu'aliment. Tout d'abord, souplesse d'exploitation. Si on choisit des variétés mixtes, on peut choisir de changer de fusil d'épaule et donc récolter en ensilage ou alors en grain en fonction de l'évolution du stock de fourrage dans l'année, dans la saison. Ça permet, s'il est fait dans des bonnes conditions, évidemment, de sécuriser les stocks d'hiver, puisque ça produit beaucoup de biomasse, s'il est fait dans des bonnes conditions, je répète. Une densité énergétique proche des besoins des vaches laitières et des fourrages très appétants dans le cas d'un maïs ensilage et dans le cas du maïs grain, une source de sucre lent et rapide équilibré qui fait que ce n'est pas un produit acidogène. Voilà toutes les raisons, en gros, qui ont fait le succès de la culture en élevage laitier.
Et maintenant, on va passer aux raisons pour lesquelles il ne faudrait pas faire du maïs en agriculture biologique. Et plus en général, les facteurs qui font que c'est quand même une culture à risque. Le premier point, c'est que c'est vrai que ça produit beaucoup de biomasse en été, mais il faut de l'eau pour pouvoir le faire. Et il faut de l'eau sur un temps précis, assez serré, période dans laquelle normalement il ne pleut pas vraiment beaucoup. Et en plus, avec un système racinaire qui n'est pas capable d'aller chercher l'eau loin, comme pourrait faire par exemple une luzerne. Ce qui fait que c'est une culture qui est vraiment à réserver à des parcelles qui aient une réserve utile bonne, une bonne réserve utile et des parcelles fertiles. Autrement, il va être nécessaire d'intervenir avec l'irrigation. Deuxième point, c'est un point vraiment central pour la culture du maïs. Ce sont les ravageurs, donc notamment les corbeaux et les taupins. Ce sont des problèmes qu'on partage aussi bien en conventionnel qu'en agriculture biologique, puisqu'il n'y a pas de véritable solution encore aujourd'hui ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a juste des pistes qu'on est en train d'explorer, mais c'est vrai qu'en agriculture biologique, le problème des corbeaux peut être un peu plus grave puisque en réalité les parcelles de maïs en bio, d'abord elles sont semées plus tard et en plus elles sont moins nombreuses et donc s'il y a un problème de corbeau sur une certaine zone, après avoir s'être éparpillé un peu sur les parcelles conventionnelles, tout le monde va se retrouver sur les parcelles bio où il va y avoir vraiment énormément de dégâts. C'est une récolte tardive, donc cela signifie qu'on peut se retrouver sur des chantiers de récolte qui se font à des périodes où l'humidité du sol ne permet pas de garder une bonne structure derrière. Et on sait bien qu'en agriculture biologique, les problèmes de dégradation de la structure du sol se payent pendant des années, sont beaucoup plus difficiles à rattraper. Et le deuxième point un peu faible, disons que comme ça se récolte tard, on n'aura pas beaucoup de temps et on n'a pas grand-chose à semer en interculture si derrière on a prévu d'implanter une culture de printemps. On va terminer avec le point négatif, c'est que on a dit c'est une culture risquée. Et par contre, en face, on a des charges opérationnelles qui sont élevées. En premier lieu, la semence, coût de semence. Donc, toutes ces raisons font que on a bien vu pour quelles raisons il faut faire du maïs en bio. Pour quelles raisons c'est risqué de faire du maïs en bio. Et en plus, d'un point de vue zootechnique, il faut quand même se rappeler qu'il s'agit d'un aliment, on l'a dit tout à l'heure, qui apporte de l'énergie, mais c'est quand même déséquilibré par rapport aux besoins d'azote et des protéines des vaches. Et donc, ce chiffre-là, il est important à retenir. Si on apporte plus de 5 kilos de maïs sur une ration de vaches laitières par jour, on va être obligé très probablement d'acheter des correcteurs azotés. Et donc, c'est pas obligatoire de rester en dessous de ce seuil, mais si on a comme objectif de garder l'autonomie alimentaire sur la ferme, il faut bien garder en tête ce chiffre, parce que les correcteurs azotés en agriculture biologique coûtent cher. Et on parle d'un montant d'environ 850 € la tonne. Il y a le deuxième point, c'est le faible teneur en minéraux et en oligo-éléments. Ça n'avance pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Je vais essayer avec la touche là. Non. Non, mais ça n'avance pas non plus avec... Ah oui, merci beaucoup. C'est les joies de la directe. Alors, non, c'est revenu en arrière. Voilà. Alors, on a terminé la première partie de la présentation. Donc, on a bien regardé les points positifs et les points négatifs. Maintenant, je suppose qu'il y en a parmi vous qui se posent la question maintenant de se dire, si je décide de faire du maïs en agriculture biologique, quelle est la place qu'il faut lui attribuer? C'est-à-dire, combien de surface je peux en mettre dans mon assolement. Alors, le premier point, la première chose à garder bien en tête quand on est en agriculture biologique, c'est que la mise en place d'une rotation agronomiquement cohérente, c'est le premier facteur de réussite. C'est vraiment un point fondamental parce que ça permet de gérer à la fois
la fertilité, les adventices, les vivaces, et les ravageurs et les pathogènes. Donc, c'est un point central. Tout le reste, c'est du retrépage. On peut voir ça comme ça. Une fois qu'on a gardé cette idée, la rotation est fondamentale. Il faut savoir qu'en agriculture biologique, il faut la rotation et l'assolement sont deux choses qui sont étroitement liées entre elles. La rotation, juste pour rappeler, la rotation, c'est la succession des cultures au fil des années sur la même parcelle. L'assolement, c'est l'ensemble des cultures sur les différentes parcelles sur la ferme. Les deux choses sont étroitement liées en agriculture biologique si on veut que ça marche bien. On va voir comment on fait, comment on raisonne. Alors, imaginons qu'on a décidé, on a établi une rotation qui nous paraît bien, qui correspond bien à nos besoins, avec 5 années de prairie, un maïs et un métail. C'est une rotation de 7 ans qu'on retrouve très bien dans une ferme en élevage biologique classique où tous les produits sont autoconsommés. Alors, on a une rotation de 7 ans. Et imaginons qu'on a 100 hectares, j'ai pris un chiffre comme ça au pif, 100 hectares qu'on va attribuer, une surface de 100 hectares qu'on va attribuer à cette rotation de 7 ans. Le raisonnement à faire, c'est très simple. 100 hectares divisé par 7, on obtient 14,25. C'est l'unité parcellaire. L'unité parcellaire ne veut pas dire que c'est une parcelle de 14,25. Ça peut être un ensemble de parcelles qui se trouvent aussi à des endroits différents sur la ferme, mais qui vont être conduits, assolés de la même manière. C'est l'unité parcellaire qui va être attribuée à chacune des cultures qui sont présentes dans la rotation. Donc, dans ce cas-là, on va avoir tous les ans, si je mets en place cette rotation sur 100 hectares, tous les ans, 14 hectares de maïs, 14 hectares de métail et 14 fois 5, le nombre d'années que je vais garder ma prairie, en prairie temporaire. Tous les ans, je vais détruire 14 hectares de prairie et je vais en ressemer 14 hectares. Voilà un peu le raisonnement. Et on voit tout de suite quelle est la limite qui se présente au niveau de du maximum de surface que je peux faire en bio. Parce que si je veux augmenter ma surface au maïs, j'ai deux possibilités. Soit j'augmente la surface que j'alloue à la rotation, soit je réduis le nombre d'années de rotation. Et ça veut dire que je vais ranger dans la prairie ou alors je vais supprimer le métail. Voilà les deux façons de raisonner qui pourraient m'amener à garder quand même une certaine cohérence du système. Mais je vous laisse vous faire l'exercice cet après-midi de qu'est-ce qui se passerait si, plutôt que de faire 14 hectares de maïs et 14 hectares de métail, on se disait, mais moi, je veux plutôt 25 hectares de maïs et 3 hectares seulement de métail. Ben, allez voir qu'est-ce qui se passera l'année d'après et ainsi de suite. Puisqu'en fait, cette façon de raisonner permet d'avoir tous les ans à peu près le même assolement. On n'est pas à 1 hectare près. Il y a un battement et c'est à vous, par rapport à vos besoins, de décider ce battement où le mettre, où le positionner. Quel pourcentage des variations vous pouvez accepter pour les assolements des cultures les unes et les autres. Mais plus vous approchez à cette façon de raisonner-là, plus vous stabilisez votre assolement d'année en année. On vient au deuxième point important sur cette diapo-là, c'est que le maïs, il n'est pas derrière prairie par hasard, mais c'est parce que c'est la position qui lui permet de optimiser sa capacité de valoriser les reliquats azotés qui vont être laissés par la prairie mixte, qui doit avoir une bonne composante de légumineuses, pour rappel, et aussi de ne pas gaspiller cet azote pendant l'hiver, parce que cette prairie, on va la garder tant qu'on peut. On va voir après le détail. Et donc, de ne pas perdre, ça va permettre cette succession culturelle de ne pas perdre de l'azote pendant l'hiver par lessivage. Mais toutes les fermes ne sont pas. On a encore le même problème. Ah non, pardon. Donc, je voulais dire par ces flèches qu'en fait, on peut faire le raisonnement dans ce sens-là, partir de la rotation pour arriver à l'assolement. Mais on peut aussi, par exemple, se dire je veux tant d'hectares de telle ou telle culture et essayer de caler une rotation qui me permet de atteindre cet objectif-là. Donc, c'est important de garder le lien entre les deux choses. Ça ne marche pas. Mandaline, voilà.
C'est parti. Imaginons que on soit pas dans une ferme qui soit 100% élevage. Donc, une ferme qui a une bonne partie de culture de vente, une partie conséquente de culture de vente. Comme c'est le cas, par exemple, dans une ferme qu'on peut avoir dans les pays co, qui fait du lin, du blé en bio, ça existe. Donc, dans ce cas-là, je peux prioriser le blé derrière la prairie. Ça, c'est une rotation typique de PEICO dans un système polyculture élevage bio. Je vais avoir mes 3 années de luzerne, une rotation de 9 ans. Mon blé tout de suite derrière la luzerne, c'est top. Le blé va être propre, il va avoir de l'azote. Le lin textile tout de suite derrière le blé, c'est sa place royale, ça a fait ses preuves. Le lin est un bon précédent à blé. On va mettre donc le blé tout de suite derrière. Et après, on va arriver avec notre maïs, suivi par un bétail et une orge brassicole de printemps qui est très bien valorisée. Eh bien, là, je vais me retrouver avec une interculture. Qu'est-ce que je vais mettre là entre ce blé et ce maïs? Dans un cas d'une ferme, d'un système de ce type-là, c'est vraiment fondamental le choix d'une bonne interculture parce que le maïs, il va se retrouver loin de la luzerne. Donc, il ne va pas avoir tous les reliquats, il ne va pas pouvoir bénéficier de tous les reliquats qui sont déjà bien consommés. Bien sûr, c'est possible d'apporter du fumier, ça on connaît, mais on peut la faire encore mieux si on met la bonne interculture. Mais là, la question à se poser est la suivante. Est-ce que cette interculture, je la donne à manger aux vers de terre ou je la donne à mes vaches? Là, ça dépend tout de nos choix, de nos objectifs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 10 hectares pour nourrir nos animaux, pour sécuriser notre stock fourrager, ou on peut se permettre d'utiliser cette interculture pour essayer de maximiser, d'optimiser la réussite de notre maïs? C'est un choix à faire, c'est un choix important puisque ça va conditionner le type d'interculture que je vais semer entre ce blé et ce maïs. Alors, je ne veux pas aller trop dans le détail. Si vous voulez aller plus dans le détail concernant les couverts et leur rapport C/N et les biomasses, on va voir ça dans les questions plus tard, si vous le souhaitez. La seule chose que je voudrais retenir de ce graphique-là, c'est que le type de couvert et la quantité de biomasse qui est produite conditionne le niveau de restitution de l'azote pour le maïs et donc conditionne sa réussite. Tout en sachant que si j'apporte une interculture qui va générer une fin d'azote pour le maïs, ça va être beaucoup plus difficile à rattraper en bio qu'en conventionnel parce que je n'aurai pas de l'azote minéral à apporter avec une action rapide, très rapide, pour rattraper des éventuels manques. Donc, ce graphique pour moi est très important, mais ça prend un peu de temps pour être expliqué. Donc, l'important, c'est de garder en tête ça. Bien choisir le couvert et bien savoir l'arrêter au bon moment, éventuellement, pour pas compromettre la réussite du maïs qui suit. C'est drôle. Voilà, donc là, je préfère me concentrer sur un itinéraire technique que je propose toujours dans les intercultures avant le maïs parce que c'est vraiment, c'est vraiment pour moi l'interculture royale pour le maïs, dans le cas où on veut restituer évidemment. Alors, c'est le trèfle blanc. Le trèfle blanc se met sous couvert de la céréale qui précède le maïs. Au mois de mars, on profite du dernier passage du désherbage mécanique dans la céréale, ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, ce qu'on veut, et on profite de ce dernier passage pour semer 5 kilos, 4-5 kilos de trèfle blanc comme ça dans la culture. Alors, je dis 5 kilos de trèfle blanc, c'est 30-40 euros de l'hectare. C'est vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà l'aspect du trèfle au mois d'avril dans notre céréale. Ça, c'est un essai qui a été réalisé par, à l'époque, c'était le GRAB en Haute-Normandie, le groupement régional des agriculteurs biologiques. Donc là, vous avez votre petit trèfle qui pousse dans la céréale. Au mois d'avril, ça a cet aspect-là. Ça a été semé au semoir à céréales. Donc, vous voyez, vous pouvez semer à la volée, vous pouvez semer au semoir céréales, il n'y a pas de problème. Au mois d'août, vous allez avoir ça, après la moisson. Il est là, le trèfle, il a occupé la place parce que c'est une espèce marcotante. Et au mois de septembre, vous vous retrouvez avec un couvert magnifique. Évidemment, il y a la petite contrainte en élevage. Il faut retirer la paille vite pour pas étouffer le trèfle. Et vous vous retrouvez avec un couvert magnifique
qui peut restituer, ça c'est des mesures qu'on a fait de reliquat, avec du maïs à 3 feuilles. Donc, derrière notre céréale, interculture de trèfle, semis de maïs, on a gardé le trèfle jusqu'au bout, jusqu'au mois d'avril, et on a semé notre maïs. Là, c'est l'aspect du maïs derrière le trèfle blanc. Reliquat mesuré, 160 unités d'azote. Et là, c'est notre maïs complètement envahi par les kénopodes parce qu'il a perdu sa course avec les kénopodes en démarrage et avec un couvert qui avait apporté que 48 unités d'azote qui correspondait exactement en fait aux restitutions d'un sol nu. C'est juste la minéralisation du sol. Donc, je conseille fortement cet itinéraire technique-là qui a fait ses preuves déjà en bio. On a terminé la deuxième partie de notre présentation. Et on va passer donc à balayer point par point les points clés de l'itinéraire technique du maïs. Alors, on a dit tout d'abord bonne place dans la rotation. Premier critère de réussite. Deuxième chose, on laisse la culture ou la prairie le plus longtemps possible. Mais je sais que si on la laisse trop, ça peut assécher le sol. Donc, c'est un compromis à trouver entre l'envie de récupérer un maximum de dérobés et le besoin de sécuriser quand même la réussite du maïs. Donc, on travaille le sol le plus tard possible. Après, si on a des sols un peu argileux, on sait bien qu'on est obligé de cuire tôt, de travailler tôt pour permettre à l'hiver de bien structurer le sol. On passe à la fertilisation. Alors, d'habitude, ça c'est le coutume, on peut mettre 20-30 tonnes de fumier avant le semis du maïs. Mais à ce moment-là, c'est vraiment très très important de connaître le rapport C sur N de son propre fumier, notamment quand c'est du fumier frais ou très peu composté, parce qu'il peut être très pailleux et il peut avoir le même problème, il peut générer le même problème qu'on a déjà vu avec les couverts, avec un C sur N très élevé qui va générer plutôt une fin d'azote. Un fumier non composté, un fumier frais, c'est un fumier énergétique, c'est un fumier qui va minéraliser vite et qui va donc solliciter l'azote qui est présent dans le sol si c'est un rapport C sur N trop élevé. Donc, je vous mets un petit tableau, on ne va pas trop rentrer dans le détail, juste pour rappeler les différences entre un fumier composté et un fumier frais. Donc, le fumier composté, il est plus riche. Il a baissé en volume, normalement. Il est plus riche, mais il est plus stable. Donc, en réalité, il va dégager moins d'éléments nutritifs pour le maïs qu'un fumier frais. Mais, son rapport C sur N c'est toujours plus faible. Le compostage baisse le rapport C sur N. Sera toujours plus faible. Donc, un compost, on peut le mettre quand on veut. On ne va pas espérer un effet starter ou booster par un compost de fumier, surtout si c'est un vieux compost. Par contre, un fumier frais, on peut espérer avoir quand même cet effet-là, à condition que le rapport C sur N soit plutôt faible, autour de 12. Quand on a un C sur N de 18, ça peut générer de la fin d'azote. Dans tous les cas, ce sont des produits qui vont augmenter le taux de matière organique dans le sol. C'est très très bien dans une ferme en polyculture élevage, elle se porte toujours mieux qu'une ferme en polyculture pure en agriculture biologique. Et l'activité biologique est beaucoup stimulée par un fumier frais, beaucoup plus que par un fumier composté, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je veux passer juste brièvement aussi sur un engrais organique qui est très diffusé aujourd'hui en agriculture biologique, ce sont les fientes de volaille. Juste pour dire que c'est un vrai engrais. On dépasse les 3% d'éléments nutritifs, les 3 éléments nutritifs. Mais j'insiste beaucoup sur ce point-là. Baser son système bio sur les fientes de volaille, c'est une vision un peu à court terme, parce que c'est une sorte d'apport qui ne va pas jouer sur une amélioration du taux de matière organique dans le sol. Et en plus, en stimulation de l'activité biologique du sol, on n'est vraiment pas à top. Donc, on passe à l'étape suivante, c'est le semis. Alors, on sème plus fort qu'en agriculture conventionnelle parce qu'en bio, on essaie d'occuper la place.
parce que la place est libre, on sait bien, s'occuper par les adventistes. 90, 100 000 grammes par hectare. On sème sur un sol réchauffé, hyper important. Sol à 10 degrés parce qu'il faut que le maïs démarre vite, parce que la phase initiale de développement de maïs, c'est la phase sensible à concurrence avec les adventices et aussi la plus sensible aux ravageurs, y compris les taupins, les limaces, les corbeaux et tout ce qu'on veut mettre là-dessus. Il faut choisir une variété qui soit assez précoce, justement parce qu'on sème un peu plus tard, donc 200, 220 dans notre région. On va choisir une variété qui soit à vocation un peu mixte, justement parce qu'on peut choisir si on récolte en ensilage ou alors en grain. Et on va regarder les résultats des essais bio de notre région. Il y en a de plus en plus, il y a du développement variétal au maïs et donc il faut choisir ce qui est bon. Il ne faut pas se planter sur la variété. Et des variétés plutôt vigoureuses au départ. Il y a une différence variétale sur ce paramètre-là qui est toujours mis en évidence dans les résultats d'essais bio. On sème à 4 ou 5 cm et avec un écartement, c'est important l'écartement puisque sur l'écartement, on va pouvoir caler le binage. Donc, il faut toujours se renseigner de la bineuse, si ce n'est pas à nous. Quelle bineuse je vais pouvoir utiliser pour caler l'interrant sur cette bineuse. Autrement, on ne pourra pas biner, on va se priver d'un levier majeur de gestion des adventices pour cette culture. Attention, par contre, si on peut choisir les écartements trop larges, ça fait beaucoup de monde sur le rang et beaucoup d'espace entre le rang. Le maïs est sensible à la concurrence sur le rang, donc c'est pas l'optimisation de la surface. Et on passe au point comment dire, un peu, que je vais traiter un peu plus dans le détail, c'est le désherbage mécanique du maïs. Alors, j'insiste et je reviens encore une fois là-dessus. Le désherbage mécanique, c'est du rattrapage. C'est le premier levier, c'est la rotation. Le maïs derrière une prairie, ça va être propre. Pourquoi j'ai dit que ça permet de bien gérer les adventices dans une rotation biologique? C'est parce que, tout d'abord, c'est une culture qui se sème tard. Donc, si j'ai un problème de vivace, ça peut arriver en bio, des chardons, des rumex, c'est vraiment pénible. Donc, une espèce qui se sème au mois de mai, c'est un gros avantage de ce point de vue parce que ça permet de faire des déchômages et des scalpages au mois de mars et au mois d'avril, là où ils sont les plus efficaces. Il y a des essais qui ont été faits. Ce même travail de déchômage au mois d'août, septembre est moins efficace que celui qu'on peut faire à cette époque de l'année où les vivaces, elles sont épuisées, elles sortent d'hiver, elles n'ont plus de réserve. Et on va vraiment les détruire très très bien avec des scalpages à cette époque de l'année. En plus, ça se sème au mois de mai. Si je n'ai pas de problème de vivace, ça me laisse le temps de faire des faux semis qui marcheront très très bien à cette époque de l'année. Il y a un faux semis particulier qui en fait se fait après le semis du maïs. C'est en fait un passage à l'aveugle. Donc on sème notre maïs. On le sème à 5 cm, on le sème assez profond. On surveille bien d'intervenir au bon moment pour pas que le coléoptile du maïs soit trop proche de la surface parce que si on le casse, le maïs après il ne repartira jamais. Et donc, on peut, en surveillant le maïs, faire un passage d'outils type herse et houe après le semis, avant la levée, pour se débarrasser des dernières adventices qui vont pousser. Après, on va laisser le maïs tranquille dans cette phase qui est très délicate de sortie du sol jusqu'à 1-2 feuilles. Et à 3 feuilles, on va pouvoir commencer à passer avec des outils comme houe rotative et herse et trille, avec des agressivités au départ faibles. Donc, on règle les temps, on règle la vitesse d'avancement. Et après, de plus en plus fortes, des agressivités de plus en plus fortes. Pour rappel, ces deux outils-là sont efficaces uniquement au démarrage parce que ça marche bien uniquement sur les adventices dans les phases initiales de développement jusqu'aux premières feuilles vraies. Après, elles seront trop enracinées. Ces outils-là ne feront plus rien.
Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on intervient avec la bineuse. Et la bineuse, c'est un gros avantage. Le gros avantage, c'est que le créneau d'intervention avec une bineuse, c'est plus large. C'est efficace aussi sur des adventices qui sont plus développés. Et effectivement, ça peut arriver que au moment où ça serait idéal passer avec la O et la R, c'est des moments très très serrés qui pleuvent. Et là, on peut pas sortir. Donc, le binage reste quand même le levier majeur de gestion, tout de suite derrière la rotation, évidemment. Le deuxième levier majeur pour la gestion des adventices pour le maïs. À un moment donné, le maïs, il va voler de ses propres ailes. Une fois qu'il aura atteint une certaine taille, on va dire 15-20 cm, c'est lui qui pousse le plus vite que tous les autres. Donc, il n'y aura plus besoin d'intervenir, il va se débrouiller tout seul. Et on arrive à la fin. Si on veut bien avancer, la fin, c'est la récolte. On a dit on peut récolter plante entière, on peut récolter un peu plus haut pour réduire un peu le volume et concentrer un peu l'énergie et surtout l'azote. On peut récolter en grains, on peut récolter en épis. Donc vraiment souplesse dans la récolte. Alors maintenant, je voudrais passer à il me semble que j'ai des témoignages, mais avant de passer au témoignage, Benoît, je te demanderais de lancer le deuxième sondage, qu'en fait c'est encore le premier. Je vais voir si vous voulez changer d'avis. Évidemment, je remets le sondage à disposition pour tout le monde. Et on profite de ce temps-là pour, je souhaite vous passer deux témoignages d'agriculteurs bio. Si vous ne comprenez pas bien, j'ai repris les éléments essentiels de leur témoignage par écrit à côté. On va commencer. Ah, il n'y a pas de son. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a un petit problème technique, il n'y a pas de son. Non, ça ne marche toujours pas. Et pour compléter la sortie. Alors, je reviens en arrière, comme ça vous aurez l'occasion d'écouter Mathieu Grenier dès le départ. Je m'excuse, mais bon, ça fait le charme de ces genres de choses. Voilà. Je m'appelle Mathieu Grenier, je suis agriculteur dans le Pays de Caux, dans le secteur donc, de Isto-Canivarville, en polyculture et élevage laitier, en bio depuis 10 ans. J'ai 60 vaches, donc en système herbe, c'est-à-dire 35 hectares de pâture, et donc j'ai une vingtaine d'hectares de prairies de fauche en plus, essentiellement à base de luzerne, et pour compléter la surface fourragère, une dizaine d'hectares de bétail, donc épaule triticale févrale. Donc au début de la production laitière en bio, on a continué à faire du maïs en complément de l'herbe, en silage d'herbe, en silage de maïs, et donc au bout de 4 ans, j'ai décidé d'arrêter à cause des dégâts qui sont liés au corbeau. Donc il y a le problème du fait qu'on est obligé de ressemer. Et plus tout le temps passé à lutter contre les corbeaux, il faut y passer du temps, et plus tous les trous qui restent, et donc qui génèrent du salissement. Donc généralement le maïs, on a en plus de salissement, le salissement on le retrouve d'une année sur l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et donc je suis passé en système complètement herbe, donc tout en silage d'herbe et avec beaucoup d'herbe. Donc là aujourd'hui, je trouve que le système fonctionne. On a réussi à faire de l'herbe, du lait avec de l'herbe, donc pâturage toute l'année dès qu'on peut, et donc ration d'hiver à base d'ensilage d'herbe. Donc c'est un système qui marche plutôt bien, mais c'est vrai que le maïs, à mon avis, reste quand même un bon aliment en complément justement de l'ensilage de luzerne. Moi j'ai un fourrage qui est quand même plutôt riche en protéines. En ensilage d'herbe, c'est toujours un petit peu faible en UF, en énergie. Donc, à mon avis, le maïs, ça peut être quand même un bon complément pour maintenir, en fait, le lait toute l'année, quoi. Donc, surtout sur la période hivernale et bien étaler la production de lait toute l'année. Donc,
c'est vrai que s'il y a une solution facile pour les corbeaux, ça pourrait m'intéresser. Pourquoi pas pour recommencer, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce témoignage, c'est que Mathieu a essayé de continuer à faire son maïs quand il est passé en bio. Il n'a pas pu pour des problèmes de corbeaux. Ce n'est pas un problème de conduite de la culture, mais c'est vraiment un problème de corbeaux. Il a changé un peu son système, il l'a changé. Aujourd'hui, il n'utilise plus de maïs. Son système, il fonctionne, c'est important de le répéter, il est satisfait. Mais n'empêche que s'il pouvait trouver une solution, il reviendrait bien au maïs. Et maintenant, on va écouter un deuxième témoignage, un peu différent. Bonjour, Claire Chantier, je suis exploitant agricole sur une ferme de 67 hectares avec des vaches normandes en Gaël avec mon épouse. Je suis en conversion, j'ai fini ma conversion au 15 mai 2024 et j'ai choisi de garder la culture du maïs en silage pour assurer maintenir l'apport d'énergie dans la ration hivernale. Alors, pour l'instant, je suis en ensilage et peut-être que par l'avenir, je serai en maïs grain simplement. Et cette culture, donc, je trouve que cette culture est assez simple à réaliser au niveau du désherbage. Et aussi, on n'a pas trop de problèmes de corbeaux. C'est quelque chose qui est assez efficace dans une ration de vache laitière pour l'hiver. Donc, je n'ai pas suggéré à Hubert ce qu'il allait dire, donc c'est tout sincère, ça vient de lui. Il a parlé de corbeaux et il a parlé de désherbage, mais c'est vraiment ce qu'il pense de la culture. Et donc, maintenant, je voudrais bien voir, Benoît, les résultats du sondage. Est-ce que ça a changé quelque chose, cette présentation? Qu'est-ce que tu voudrais comme résultat, Magdalena? Moi, je voudrais que tout le monde me dise. Je ne veux plus voir personne dans la réponse, je ne sais pas. Alors, tu as 80% des participants qui pensent que c'est une opportunité, 20% des gens qui ne savent toujours pas. Ah bon, bah, c'est quand même mieux, non? Oui, c'est mieux. On est passé de 67% à 80%. Oui, donc je suis contente. Merci beaucoup à tous. Et on va terminer donc ce webinaire avec toutes ces difficultés techniques, avec cette dernière diapo. Donc, on est bien d'accord, le maïs n'est pas un contresens en agriculture biologique. Le tout est de savoir lui attribuer la juste place. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer en fin de présentation. Maintenant, je vous remercie beaucoup de votre attention, bien évidemment, et de votre patience vis-à-vis de tous ces problèmes qu'on a rencontrés. Je voulais juste vous dire que là, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Ne vous limitez pas, même si moi, je suis plutôt experte, on va dire entre guillemets experte, mais plutôt sur la partie culture et agronomie. Ne vous limitez pas à poser aussi des questions en élevage parce que je ne suis pas seule au littoral normand sur les questions agriculture biologique. Nous sommes une équipe, on est sur tout le territoire du littoral normand. Et donc, s'il y a des questions sur la partie plus nutrition, qualité du lait, tout ça concernant le maïs, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Je suis entourée par une équipe qui pourra répondre à vos questions. On va vous envoyer la réponse dans un deuxième temps. Voilà. Merci, Magdalena, pour cette excellente présentation. Effectivement, tu as quand même eu un petit combo de tous les problèmes techniques. Je crois que c'est la première fois sur toutes les séances. Hein. C'est la 13e. Voilà, il en fallait une, c'était toi. Mais tu as très bien géré. Bon. Alors, question. Noémie qui nous pose une question. Il n'y a-t-il pas plus de risque d'avoir du topin sur un maïs derrière prairie? Oui, effectivement, il y a ce risque-là parce que le topin adore qu'on ne travaille pas le sol et donc effectivement, c'est vrai. Mais je pense que ça ne changerait pas grand-chose de échanger le métail avec le maïs. C'est toujours un compromis à trouver, la position dans la rotation. Donc, un métail derrière la prairie, je trouve que c'est du gâchis. On risque, comme ça, si on a trop de reliquats,
comment dire, pénaliser la partie protéagineuse de notre métaille, parce que la partie graminée, elle va plutôt prendre le dessus, va bien profiter de l'azote. Donc, je ne mettrai pas le métail derrière. Donc, en gros, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas avoir de taupins. Là, il y a des pistes qu'on explore. On sait qu'on travaille, il y a des instituts qui travaillent sur c'est des tourteaux de ricin ou de neem. Ce sont issus de l'élaboration de après l'extraction de l'huile, il reste ce tourteau qui est riche en molécules qui sont un peu, qui inhibent l'activité des taupins, mais c'est vrai que c'est une vraie plaie et je pense que même en conventionnel, la solution n'est pas encore trouvée. Très bien, merci. Une question de Florine. Concernant la différence des maïs présentés en photo, différence trèfle blanc winter white et trèfle souterrain, est-ce que l'essai a été conduit sur la même parcelle? Ah oui, c'était la même parcelle. Et, ils étaient côte à côte. Peut-être que dans la photo, ça ne soit pas bien, mais le trait, c'est moi qui l'a tiré. Je ne sais pas si on peut. Non, je ne vais pas revenir en arrière pour ne pas déclencher les vidéos, mais c'était la même. C'était côte à côte. C'est impressionnant. Et non seulement on a vu la différence l'année du maïs, donc tout de suite derrière le trèfle blanc, mais on l'a retrouvé l'année d'après c'était du blé qu'on a refait derrière. Donc, c'est en effet, le trèfle blanc, c'est magnifique, ça coûte pas cher, c'est le top en agriculture biologique. Le seul point noir, c'est qu'il faut labourer. Donc, ça se détruit pas autrement. Mais de toute manière, en bio, on n'est pas encore. Je vais pas lancer encore le débat bio. On va garder ça pour un prochain webinaire. Exactement. Une autre question. Peux-tu revenir sur le graphique des couverts? Si tu peux y revenir avec la manette ou alors avec le petit, voilà. Ou alors avec l'ordinateur, la petite flèche. Voilà. Ça marche. Alors, hop. Et voilà, le graphique là. Alors, ça, c'est le résultat de mesures qui ont été faites sur chacun de ces points-là, c'est une parcelle. Une parcelle avec un couvert dans toute la France plusieurs années. Et c'est en Wallis avec le Cétium et Axe Céréales qui ont récolté ces données-là. Donc, vous avez là trois sortes différentes de couverts. On va commencer par le bleu. Alors, le bleu, c'est l'ensemble des couverts sans légumineuses, que des crucifères, de la facélie, du tournesol, des graminées, bref, tout ce qui n'est pas légumineuse. Dans ce cas-là, vous voyez qu'en production de biomasse, si on a les bonnes conditions, on peut aller très loin, on peut produire vraiment beaucoup de biomasse, on arrive à 8 tonnes. Sauf que, au fur et à mesure que la biomasse augmente, je vais voir aussi augmenter mon rapport C sur N. Ce qui signifie que si je restitue ce couvert-là, qui est à plus de 35 de rapport C sur N, si je le restitue au sol tout de suite avant un maïs, je vais générer une fin d'azote. Donc, qu'est-ce que j'en tire? C'est que j'ai trois solutions. Donc, si j'ai implanté un couvert comme ça, premièrement, ne pas recommencer. Il ne faut pas implanter un couvert comme ça devant un maïs. Deuxième possibilité, il faudrait le calmer avant d'avoir atteint un niveau de C sur N trop élevé. Donc, certainement pas dépasser les 2 tonnes de matière sèche. Soit on le broie, soit on le détruit. On fait quelque chose, mais on ne le laisse pas pousser. La troisième solution, c'est qu'on met des animaux, si c'est possible. On met des animaux dedans et en fait, le passage de cette biomasse, le passage dans l'estomac, l'intestin de la vache, il y aura des restitutions derrière de bousses qui seront rééquilibrées au rapport C sur N. Ça, c'est une bonne solution. Donc, ça, c'est le cas des couverts qui n'ont pas de légumineuses. Après, on a les couverts où il n'y a que des légumineuses. Et là, c'est le top parce que on voit bien qu'on n'arrive pas à produire énormément de biomasse, mais on peut arriver jusqu'à 4 tonnes de matière sèche et le rapport C sur N ne bouge pas. Il y aura toujours une bonne restitution au maïs suivant. Donc, la deuxième option, c'est quand même pas mal. Ça serait le top. Et le trèfle blanc se met là-dedans. C'est cette typologie-là. Et après, on a la troisième typologie. C'est un mélange de deux
Attention, non pas un mélange dans la semence achetée, mais un mélange dans l'interculture que je dois réellement pousser, parce que ça se trouve, je laisse semer, mais les légumineuses, je ne les vois pas pousser. Donc, je reviendrai dans ce cas-là, même si la semence était présente. Donc, dans le cas d'un mélange entre les deux, moi, je dirais que je gagne sur les deux tableaux parce que je produis beaucoup de biomasse et mon rapport C/N, il reste quand même contrôlé par la partie. Merci, ces petits cœurs. Bon, ça va avoir été clair parce que c'est un graphique qui n'est pas facile à comprendre, mais il y a tout là-dedans. Pour l'agriculture bio, s'il a compris ça, c'est déjà top. Une question de Romain. Donc, il est arrivé un petit peu en retard, Romain, à la présentation. Entre le maïs, métaillé et prairie, à quel moment implanter la prairie? Et puis, ce sera la dernière question, Madalena, parce que la prochaine séance démarre bientôt. Et donc, voilà, ça sera la dernière question, ou alors vraiment une petite derrière celle de Romain. Donc, la place royale du maïs dans une rotation où tout est autoconsommé est derrière la prairie, tout de suite derrière la prairie. Je sais ce problème de taupins, mais les taupins, on les a pas partout. Les taupins, ils aiment bien les résidus de matière organique, mais aussi les parcelles fraîches au printemps. Donc, toutes les parcelles ne sont pas forcément envahies par les taupins. J'en ai pas vu non plus des masses. Donc, ça serait une situation comme ça. Donc, la place dans une rotation dans laquelle tous les produits sont autoconsommés est celle-ci, tout de suite derrière la prairie. Et si on a une rotation avec des cultures de vente, on peut toujours décaler le maïs, le mettre un peu plus loin, mais vraiment très très attention à l'interculture, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et alors là, je conseille fortement le semis du trèfle blanc sous couvert du blé avant le maïs et de le laisser jusqu'au bout. Poser une question, moi rapide? Non, tu n'as pas le droit, Frédéric. Madalena, si on ne souhaite pas labourer, est-ce qu'on peut imaginer remplacer le trèfle blanc par une annuelle, par un trèfle d'Alexandrie ou quelque chose dans le style? Alors, dans l'essai que je vous ai montré, on avait aussi du trèfle de Perse et du trèfle d'Alexandrie. On n'avait pas de trèfle incarnat. Je vous explique, c'est que il pousse trop. Il a une floraison qui correspond au moment de la moisson, donc il pousse trop haut. Et par conséquent, c'est trop gênant pour la moisson. Donc effectivement, ces deux trèfles, Perse et Alexandrie, c'est ça que tu m'as demandé, l'Alexandrie. Oui, c'est ça. C'est possible, mais c'est moins délicat. C'est possible, mais c'est moins délicat. On n'arrive pas à 160, là maintenant je ne me rappelle plus, mais j'ai l'impression qu'on arrive à 120. C'est quand même bien. Ça permet de ne pas labourer si c'est ça l'objectif. C'est vrai, ça peut se faire. Tout à fait. Les repousses de trèfle blanc, ça serait vraiment impactant pour le maïs? Pour le maïs, non. Je pense pas. Bah, si, au démarrage. Le trèfle blanc, quand il répique et ça pousse vite, oui. Alors, les essais qui ont été faits, même en striptile, à proscrire parce qu'il marcotte, donc il recouvre le rang très rapidement. Et c'est un trèfle blanc qui est resté en place depuis le mois de mars de l'année d'avant, donc il peut être gênant. Oui, il peut vraiment arrêter le maïs au démarrage. C'est la phase sensible. Merci. Très bien, Frédéric. Encore une question. Allez, on prend un petit peu le temps. Quelles sont les associations possibles? Sur ce que j'ai dit, il y a quand même des techniques qui sont testées en ce moment. On va en parler au Prairial, si vous voulez venir. On va en parler aussi sur la journée sol du projet Reine Mathilde, le 25 juin au Gary Gilbert. Il y aura un atelier un peu sur ces discussions. C'est vraiment une ferme sur laquelle on expérimente l'agriculture biologique et le travail simplifié. Excusez-moi. Ben non, c'est une très bonne précision. Quelles sont les associations possibles avec le maïs? Alors, nous testons aujourd'hui au Libre-Environnement, on entre dans un dispositif national qui s'appelle K-Protéines avec Arvalis. On teste des associations du maïs avec du LabLab, du Kaopi et différentes espèces de vesses pour voir quelle est la solution optimale. Aujourd'hui, la réponse, on a quelques éléments de réponse, mais on espère en avoir plus suite à ces essais-là. Et on a une deuxième plateforme dans le sud de l'Eure, avec une situation beaucoup plus séchante, avec à peu près les mêmes
les mêmes espèces. Donc, rendez-vous au mois de novembre avec les résultats de l'essai. Très bien. Allez, Frédéric, si tu as le droit. Allez, encore une petite si tu veux. Si tu en as une. Non, je ne veux pas abuser. Merci beaucoup, Magdalena, pour cette belle intervention. Je pense qu'elle a répondu aux attentes, hein, puisqu'on est arrivé à 83% de personnes qui pensent que c'est une opportunité. Donc, voilà. Exactement. Le sondage a évolué hein, pendant que tu parlais, donc ça correspond à tes attentes. Merci. Magdalena. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.